Je vous rassure, vous n'êtes pas tombé dans une phase spatio-temporelle qui vous fait revivre la même journée tel un jour sans fin. C'est juste que, vu la thématique de la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être marrant, en fait, que je remette ma robe jaune. Surtout que je suis très assortie avec l'un des livres que je vais vous présenter, donc c'était très drôle. Parce que entre le tournage de ma dernière vidéo et celle-ci, il y a plusieurs semaines qui se sont passées, nous avons eu le temps de rentrer dans une 4e canicule. La Gironde est toujours en train de brûler, d'ailleurs j'apporte mon soutien et toute ma force, le peu de force qu'il me reste avec ces canicules, aux pompiers qui sont en train de se battre contre les feux en Gironde. Mais bon, apparemment il y a des gens qui se félicitent. Et ils voudraient peut-être qu'on les applaudisse, je sais pas, mais en tout cas, on va pas leur donner l'heure, voilà. Ce qui est drôle, c'est que Mamaki de la chaîne YouTube Sous le ciel vient de sortir une vidéo où elle parle de sa malédiction sur le fait qu'elle n'aime pas les premiers tomes de saga où il y a le mot rouge dedans. Donc red, rouge, etc. Et je viens de voir la vidéo, c'est pour ça que je trouvais ça drôle. On va rester dans le thème des couleurs, mais cette fois, ça sera vraiment par rapport aux couvertures, puisque je me suis rendu compte que peut-être que c'est là encore la canicule qui joue, mais j'avais tendance à choisir des livres avec du jaune sur la couverture. Alors, je vous vois venir, non, on ne va pas parler des yeux, sont un morceau de choix. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de faire une partie 2 à cette vidéo, je remettrai peut-être cette robe, j'en sais rien. Je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures qui ont comme seul point commun qu'elles ont du jaune sur la couverture. Voilà, parce que sinon, ce sont 3 lectures totalement différentes et franchement, c'était ce dont j'avais besoin ces derniers temps parce que ça fait du bien de lire un peu autre chose des fois. On va commencer avec un roman que j'ai présenté dans ma toute dernière vidéo, donc c'est pour ça le côté un jour sans fin, etc. Je vous rassure, vous n'êtes pas dans un jour sans fin. Il s'agit de The Husbands de Holly Gramazio. Où en fait on suit une femme qui s'appelle Lorraine, qui a la trentaine, en tout cas qui est installée, qui est propriétaire de son appartement, et elle rentre d'une soirée avec ses copines, plus particulièrement de l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses meilleures amies, et en fait elle rentre chez elle, et elle découvre qu'il y a un homme chez elle. Alors que le matin même, il y a quelques heures même, elle était célibataire, sauf que en fait, le mec lui dit que c'est son mari. Et effectivement, quand elle regarde ses papiers, etc., elle voit qu'elle a changé de nom de famille. Et quand le mari retourne dans le grenier, enfin, quand il va dans le grenier, le mari change. C'est un autre homme qui descend du grenier. Et va donc commencer un défilé de maris, littéralement, où Lorraine ne saura pas trop quoi faire avec la plupart d'entre eux. Parce que s'il y en a certains qui sont très intéressants ou qui sont passionnés par ce qu'ils font, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Je vous disais dans ma dernière vidéo que c'était typiquement un livre que je pouvais vous recommander si vous aviez un trajet en train ou en voiture à faire pour vos vacances, et je garde toujours cet esprit en tête. C'est vraiment de la lecture légère, assez drôle à certains moments parce que on a des situations rocambolesques où Lorraine va se mettre en danger de manière plus ou moins forte, hein. Et il y a toute une certaine réflexion sur la vie de couple, sur qu'est-ce qui nous fait aimer l'autre, qu'est-ce qui nous fait rester quand on est en couple. Mais pour le reste, ça a été plutôt une déception pour moi. Tout au long du roman, je voyais un fil rouge se profiler à l'horizon, c'est-à-dire que à chaque fois que un nouveau mari descend, l'appartement de Lorraine change. Et donc, pour moi, ça donnait l'impression que, en fait, elle n'a pas tant de personnalité que ça, ou elle se laisse enfermée, elle se laisse dominer, entre guillemets, par la personnalité de chacun de ses maris, et donc j'avais qu'une envie, c'était de la voir prendre son indépendance et se rendre compte de ce problème-là, et donc imposer un peu sa personnalité, et puis se révéler à elle-même. C'est pas ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Enfin, il y a quand même une évolution chez Lorraine, mais pas une évolution aussi forte que je l'aurais voulu, parce qu'au départ, elle avait pas forcément besoin d'un mari. Elle pense qu'elle a besoin d'un mari, puis finalement peut-être pas tant, et puis bref. J'ai trouvé qu'il y avait un potentiel qui était gâché dans ce roman, parce que pour le coup, la protagoniste est quand même assez fade, dans le sens où il n'y a pas de choses récurrentes qui restent chez elle. Si, il y a une plante verte. Voilà, c'est le seul truc dans sa personnalité, c'est qu'elle veut une plante. Et toujours la même plante. Je voyais son évolution se profiler en me disant « Ah ça va commencer par une plante, et puis après ça va continuer vers d'autres choses plus matérielles, plus fortes en termes de symbolique peut-être. » Et non. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est de la voir évoluer au fil des relations, et puis se rendre compte justement de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle ne souhaite plus. Là, en fait, elle choisit ses maris juste par le fait que
Bah, des fois, ils sont mal habillés, ou des fois, ils ont l'air d'avoir un hobby bizarre, donc elle les renvoie au grenier. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel dans ce roman. Peut-être que j'en demandais trop, je ne sais pas. Mais j'ai quand même passé un plutôt bon moment de lecture. Je suis arrivée jusqu'au bout, donc c'est que il y avait quand même quelque chose. Même si la deuxième moitié était quand même un peu longuette. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel, mais malheureusement, l'autrice n'est pas partie dans la direction que j'aurais souhaité. Ce sont des choses qui arrivent. On va passer au deuxième livre. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il y a pas tant de jaune que ça. On va dire que c'est dans un camailleux de jaune, hein. On va pas chipoter. Il s'agit de Team Building de Katia Lanero Zamora. C'est une novella de la nouvelle collection d'ActuSF Nagori. Et dans celui-ci, nous allons suivre un groupe de 6 ou 7 personnes qui travaillent dans la même entreprise qui s'appelle Zénage, c'est ça. Et qui vient de se faire racheter en fait par une grosse boîte, et donc c'est un peu la fin d'un cycle pour cette entreprise qui n'était qu'un petit pôle dans l'entreprise, et là ils vont se faire racheter, et donc il va y avoir d'autres enjeux, d'autres choses qui vont se passer, et peut-être une réorganisation de l'équipe. Et le directeur s'est dit que c'était une bonne idée de faire un team building, donc pour celles et ceux qui connaissaient pas, c'est genre une activité que des collègues peuvent faire en entreprise. Cette fois il s'agit d'une aventure d'heroic fantasy en réalité virtuelle, donc ils vont tous se retrouver dans un monde menacé par le grand méchant burn-out. Ils vont devoir se serrer les coudes et trouver les qualités en chacun pour réussir leur quête. Là aussi, ce n'est absolument pas parti dans la direction que je souhaitais, mais en même temps, je pense que là, pour le coup, c'est mon cerveau qui est parti en cacahuète. Pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'enjeux et que ça parte sur un truc presque à la limite de l'horrifique. Ça n'a pas un ton aussi sérieux que je le pensais, et on est carrément sur une satire et une caricature de ce que peut être un team building, et également tout ce qui est en rapport avec le monde de l'entreprise. On retrouve les managers toxiques qui arrivent pas à prendre de décision, on retrouve celle qui râle parce qu'on vole ses yaourts dans le frigo, on a celle qui se tue à la tâche et qui n'est absolument jamais remerciée de par ses efforts, on a celui qui se croit tout permis parce que il se retrouve avec les bonnes relations, mais au final il est pas si bon que ça. Bref, il y a toute une partie de réflexion sur l'univers de l'entreprise, sur le salariat, qui est intéressant, et chacun des personnages va refléter une personnalité qu'on peut retrouver en entreprise. Donc ça, on a un beau panel de ce qu'on peut trouver en entreprise, malheureusement et heureusement pour certains autres. Mais pour moi, ça allait un peu trop vite en besogne. C'est-à-dire que là, on retrouve les défauts qu'il peut y avoir dans une novella, c'est-à-dire que ça va beaucoup trop vite. On n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. La narration fait qu'il y a une espèce de redondance. À chaque chapitre, on découvre la vie de chacun des membres de l'équipe dans l'entreprise en tant que telle et un petit peu dans sa vie perso. Et après, on est projeté dans le jeu avec eux qui sont en train de réagir à ce qui se passe dans le jeu. C'est une lecture en demi-teinte, malheureusement, pour ce livre. En même temps, je m'attendais à un truc à la Sword Art Online, dans le sens où que les joueurs meurent dans la vraie vie s'ils meurent dans le jeu. En fait, ce qui m'a plu dans cette novella, c'est que il y a des choses auxquelles je m'attendais. Le fait qu'il y ait un petit peu d'enjeu quand même, les vraies personnalités qui vont se révéler dans le jeu. Mais c'est le ton en réalité qui ne m'a pas plu, parce que c'est plus pris sur le ton de l'humour, de la satire, alors que j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus sombre et de plus sérieux. Mais je sais que l'autrice est connue pour d'autres titres, donc peut-être que j'essaierai ces autres titres, et peut-être que sur un format long, je serai un peu plus convaincue, mais voilà, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi avec Team Building. Et le dernier, c'est la lecture qui m'a le plus plu ces derniers temps. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une vraiment bonne lecture parce qu'il m'a apporté une réflexion très intéressante sur un sujet qui m'intéresse. Il s'agit de Mort d'une libraire de Alice Slater. Nous suivons Roach, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça tout au long de la vidéo, donc désolée si c'est pas la bonne prononciation. Elle est libraire dans une librairie de quartier depuis plusieurs années et qui se trouve dans justement un quartier qui est un peu oubliable de Londres, sauf pour un fait divers qu'il y a eu plusieurs années auparavant, et c'est un peu pour ça que Roach voulait travailler là-dedans, parce que elle est fan de true crime. Dès les premières lignes, on comprend qu'elle est obsédée par ce sujet-là. Elle se rend à une diffusion en direct d'un épisode de podcast qui aborde le sujet du true crime, et elle a carrément un peu du merchandising autour de ce podcast, donc c'est une fan de ce genre de récit. Elle a également plein de livres sur le sujet, elle en commande plein pour la librairie, et elle s'occupe
spécifiquement du rayon True Crime, et voilà, on comprend que c'est une fan de True Crime. Sauf que la librairie ne se porte pas très bien, et donc les chefs, on va dire, du groupe décident d'envoyer des libraires itinérants, on va dire, qui sont là pour aider les librairies à redresser la barre. Et c'est là que Roach va rencontrer Laura. Laura est typiquement le genre de personne que Roach méprise, elle les appelle les normies, donc toutes les personnes qui vont boire leur matcha, qui vont assortir leur béret à leur collant, qui vont également vivre dans un style de vie minimaliste, qui sont un peu méprisants envers les personnes qui aiment le true crime, justement, et Laura représente bel et bien ça, puisque elle coche presque toutes les cases. Mais lors d'une soirée entre collègues, Roach va découvrir que Laura pourrait être intéressée par le milieu du true crime, malgré tout le mépris qu'elle prétend avoir pour ce genre. Et quand on lance une personne obsessionnelle sur un sujet en obsession sur quelqu'un d'autre et sur le fait que oui, elle pourrait être amie avec cette fille-là, ça donne pas, c'est pas très bon signe. Ça a été une vraie bonne lecture parce que j'ai apprécié les deux personnages, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que l'autrice a un peu repris les codes de la romance, parce que on a une alternance de chapitres et une alternance de points de vue entre Roach et Laura, ce qui est vraiment intéressant parce que on voit à quel point Roach est obsédé par Laura et à quel point Laura ne peut pas supporter la présence de Roach dans son périmètre vital, on va dire, et chacune va mal interpréter les signaux que lui envoie l'autre. On n'est absolument pas dans une romance, hein, je tiens à le préciser, on serait plus sur une réécriture de You, la série avec un libraire psychopathe d'ailleurs, hein, on retrouve ce schéma-là. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on n'a pas les mêmes clichés du métier de libraire. Ce qui est vraiment chouette parce que je suis un peu fatiguée des récits où oh là là, la vie en librairie, c'est incroyable. La vie en librairie, les gens ne font que lire. Les gens sont entourés de livres, donc ils sont forcément bienveillants, ils sont forcément très gentils, etc. Non. Parfois, les clients nous agacent, parfois la période des fêtes nous agace également parce que tout tourne autour du travail, il n'y a plus de vie personnelle et donc ça peut mener à de l'épuisement professionnel ou du burn-out. Et puis parfois, la bienveillance n'est que de façade. Je dis ça comme ça. C'est assez rafraîchissant d'avoir une image plus réaliste du métier de libraire, même si, pour le coup, je trouvais que Laura avait un petit problème d'alcool. Je ne sais pas si les libraires, s'il y a des libraires qui sont comme ça, mais Laura, c'est limite si elle ne se met pas la tête à l'envers à chaque chapitre. Il y a forcément une mention d'alcool dans ces chapitres, ce qui est, ce qui donne de la caractérisation au personnage, puisque son passé fait que. Mais quand même, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais est-ce qu'elle est seulement capable d'aligner deux mots ou d'avancer seulement dans la rue, avec autant d'alcool dans le sang ? Mais ce que j'ai réellement apprécié dans ce roman, c'est la réflexion autour du genre du true crime. Parce que d'un côté, nous avons une aficionados du sujet et qui ne peut pas passer une journée sans penser à Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer ou ce genre d'assassins, en fait, ce genre de meurtriers qui ont défrayé la chronique et qui ont passionné des millions de personnes, dont je fais partie parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et d'un autre côté, nous avons Laura qui, par son passé, est particulièrement révulsée à l'idée que les gens puissent apprécier lire des choses en rapport avec des tueurs en série et qui va prendre cette révulsion pour la transformer en créativité et en poème en fait qu'elle dédie aux victimes de tueurs en série. Et c'est une réflexion que je me faisais il y a quelques semaines déjà, avec une super vidéo qui parle des victimes de Xavier Dupont de Ligonnès, et je m'étais effectivement fait la réflexion en regardant la vidéo. C'est affligeant de voir que les projecteurs sont orientés systématiquement aux auteurs des crimes. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a peut-être des gens qui sont fascinés par comment est-ce qu'on peut arriver à ce point de non-retour. C'est un peu par ce biais-là que je m'intéresse à ce sujet-là. Mais les victimes sont la plupart du temps invisibilisées et ne représentent qu'une statistique au mieux et une liste de courses presque dans la biographie qui peuvent être faites des tueurs en série, et ce qui me met quand même très mal à l'aise. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce que justement ça vient un peu remettre l'église au milieu du village et puis poser des questions sur le pourquoi est-ce qu'on apprécie ce genre de littérature, ce genre de récit de vie. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus
à des mauvaises personnes que à leurs victimes. Il n'y a pas que les victimes en elles-mêmes qui sont victimes de ces tueurs en série, il y a également leur famille, leurs amis, leurs proches qui vivent un drame à cause de quelqu'un et qui, voilà, peuvent vivre dans un deuil qui ne peut pas être réparé. Au-delà du fond, j'ai trouvé que la forme était chouette également parce qu'on est sur un roman qui, par cette alternance de points de vue, est assez dynamique, avec des chapitres assez courts, et puis j'ai beaucoup aimé les deux personnages comme je le disais, particulièrement Roach, même si parfois elle peut avoir un côté un peu cliché de la gothique émo qui s'habille tout le temps en noir, etc. Il peut y avoir un petit côté cliché, mais ça fait partie de sa caractérisation et ça ne m'a pas tant gêné que ça au moment de la lecture. Et la dynamique entre Laura et Roach était vraiment chouette à suivre. Je l'ai trouvé efficace sur plein d'aspects et ça fait vraiment partie des très bonnes lectures que j'ai eues ces dernières semaines. Je crois que l'autrice a écrit d'autres romans, donc je pense me pencher un peu sur sa bibliographie parce que ça peut être hyper intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, booster la vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez vous aussi des récurrences de couleurs ou de mots dans votre bibliothèque pour faire un petit clin d'œil à Mamaki. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.